Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Pierre Montigny-Bacon, qui est une travailleuse humanitaire depuis près de 10 ans. Elle a passé plusieurs années dans les pays les plus pauvres et dangereux de l'Afrique. Son travail lui a aussi permis de visiter les endroits les plus magnifiques qu'offre ce continent. 2, 1... Marie-Pierre, bienvenue à l'Informel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Bien, ça fait plaisir de te recevoir. Et là, ça fait combien de temps que tu es revenu en sol québécois? Pas longtemps, quelques jours. Quelques jours seulement? Oui. Comment est-ce que c'est quand tu reviens? J'imagine qu'il doit y avoir une période d'adaptation après tout le temps que tu as passé en Afrique. Oui. Quand je reviens, c'est principalement les besoins primaires. Je dois dormir, essayer de bien manger, puis... il y a une réadaptation aussi au niveau, tu sais, décalage horaire, etc. Ouais. Fait que ça prend quand même une couple de jours avant de revenir un peu à moi-même, là. Ça ressemble à quoi, le décalage horaire? Comme là, d'où j'arrive de la Somalie, c'est 8 heures de différence. OK, quand même. Fait que, ouais, c'est une petite différence. Ouais. Mais là, avec tout le temps que tu passes à l'extérieur, je suis curieux de savoir, quand tu arrives, est-ce que c'est un sentiment de home sweet home? Ou, tu sais, je suis revenu à la maison, où tu te sens plus vraiment chez toi d'une certaine façon? Ah, c'est une bonne question. C'est, on dirait que, comme ça fait longtemps que je fais ça, ça fait à peu près 10 ans maintenant, okay. Ça a changé, ça a évolué. Mm-hmm. Au début, quand je revenais, j'étais vraiment confuse. Je savais pas le sentiment de home, sweet home du tout. Je me sentais complètement déconnectée de tout, de la vie ici, les valeurs, même ma famille, tu sais, je trouvais ça difficile de me réadapter. Les gens qui ont fait la même chose pourront comprendre. Mettons, aller à l'épicerie, tu vois, puis t'es enseveli, tu sais, sous tout ce que t'as la possibilité d'acheter facilement. Puis moi, j'arrive d'un endroit où avoir un repas par jour, ça peut être une difficulté pour les gens. Fait que... ça me fait plaisir de revenir. Ça fait du bien de prendre une douche chaude, de manger qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser le micro-ondes. Je suis comme toute impressionnée par la facilité qu'on a ici. Fait que j'en profite. Mais il y a aussi un sentiment comme de culpabilité qui s'accompagne de ça. Comment ça, nous, c'est si facile, puis d'où ce que j'arrive, tout est compliqué. Mais je l'apprécie quand même. Ouais, de plus en plus, je l'apprécie sans me sentir coupable, parce que, regarde, c'est la vie, c'est comme ça, puis tant mieux pour nous. Puis quand tu pars comme ça, en moyenne, tu pars pendant combien de temps? Normalement, mes missions, c'est de 6 mois, en général. Okay. Ouais. Dans le 6 mois, je vais avoir des pauses, normalement, à chaque... dépendamment des zones. Plus c'est des zones dangereuses, plus on a des pauses fréquentes pour s'assurer qu'on garde qu'on garde une sérénité, peut-être? Ouais, ou sainteté d'esprit, là, disons. Que ça peut être à chaque 4 à 8 semaines ou voire jusqu'à 12 semaines. Puis là, on est comme obligé de prendre une pause qu'on appelle Rest and Recuperation. Fait que ça nous permet de sortir de la zone dangereuse, d'aller se reposer puis de revenir puis être un petit peu plus en forme. Fait que ça, j'en ai à peu près à cette fréquence-là pendant les 6 mois. Puis après les 6 mois, ben d'habitude, je reviens. Un petit tour. Puis là, tu viens de dire que tu reviens de la Somalie. Ça a toujours été en Afrique, tes missions que tu as fait? Principalement, mais j'étais allée longtemps en Inde aussi. OK. Ouais, fait qu'un peu en Asie, ouais. Puis là, on dit de la Somalie que c'est un des endroits les plus dangereux au monde, littéralement. Là. Quiconque écoute les nouvelles verrait ça. Puis en même temps... on parle beaucoup de reconstruction qui se fait là-bas, entre autres la capitale de la Somalie, qui est Mogadiscio, voilà. Elle serait en reconstruction. Puis j'ai vu des vidéos de ça. Puis on dirait que c'est un petit peu difficile pour les gens qui sont pas allés de se faire un bon portrait de commencer là-bas. Parce qu'il y a autant la ville qui est en train qui semble être en train de se reconstruire. Puis moi, j'ai vu des images, des gens qui s'amusent sur le bord de la plage. Puis en général, on voit les gens ont l'air souriants. Puis ils essaient de vivre une vie normale et heureuse. Puis, quand on lit tes témoignages que tu mets sur Facebook, puis ton expérience semble, puis des nouvelles aussi, on voit comment est-ce que c'est aussi difficile. J'aimerais ça savoir, toi, c'est quoi ta perception de la Somalie? Comment est-ce que c'est? Comme si tu me donnais un portrait pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce qui se passe là-bas. Ouais, je pense que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est vrai.
Puis aussi, il y a toujours différentes manières de regarder les choses. On peut les regarder négativement ou on peut les regarder sous leur angle positif. Je pense que la Somalie, c'est un pays, oui, qui est difficile. Moi, je suis humanitaire, donc au niveau humanitaire, c'est un pays qui est difficile parce qu'il y a des difficultés qu'on rencontre pas ailleurs. Oui, c'est une des pires zones de guerre au monde aussi. Et nous, en tant qu'humanitaires, on a de la difficulté à accéder aux gens dans le besoin. Donc, parce que le risque est tellement élevé, parce qu'au contraire de d'autres pays africains où ça va être les conflits vont être liés à des groupes armés, en Somalie, c'est un groupe terroriste. Donc, c'est pas la même approche. C'est plus difficile de négocier, par exemple, avec un groupe terroriste. Ils veulent pas nécessairement. Tandis qu'un groupe rebelle, on peut négocier avec eux pour réussir à atteindre la population dans le besoin. OK. Donc, en Somalie, pour nous, c'est beaucoup plus de challenge. On doit trouver comme des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons d'atteindre les gens. Mais je pense que faut pas tout voir négativement non plus. Je pense que oui, c'est un pays... S'il n'y avait pas de terroristes en Somalie, ça serait un pays en pleine expansion. Les gens là-bas sont... C'est des gens débrouillards, c'est des gens qui sont ouverts au monde, c'est des gens qui sont éduqués, c'est des gens où moi, je me suis sentie vraiment la bienvenue, bien accueillie. Tout de suite, quand je suis arrivée là-bas, vraiment avec les collègues là, nationaux, je me suis sentie très bien. C'est difficile pour moi de témoigner de l'essor de la ville, par exemple, parce qu'à cause des restrictions sécuritaires, c'est pas un endroit où moi, personnellement, je peux aller me promener ouvertement dans la ville. Okay. Vu la situation, les risques, c'est pas quelque chose que je peux faire. Mais par rapport à qu'est-ce que... j'étais quand même là-bas, donc je sais quand même que oui, il y a des progressions. C'est plus au centre du pays jusqu'au sud qui sont extrêmement dangereux. Okay. Mais si on regarde, par exemple, le nord du pays, là où est-ce qu'on retrouve, entre autres, Somaliland, qui est une partie du pays qui veut, en fait, être indépendant du reste de la Somalie. Ouais. Là-bas, je pourrais aller me promener, marcher, aller jaser avec les gens, prendre un verre de lait de chameau avec la communauté, puis ça serait correct. Donc, vraiment, ça dépend où est-ce qu'on est dans la Somalie. C'est pas pareil partout. Mais il reste que oui, il y a des dangers quand même, vu le terrorisme. Mais toi, tu es basé où? Où est-ce que vous vous promenez? Comment ça fonctionne? Oui, comment ça fonctionne? Hein? Ben, on est basé en capitale. La coordination, si je puis dire, est basée en capitale. Parce que ça nous permet d'avoir les contacts avec le gouvernement principalement pour travailler en collaboration avec eux. Et les sièges de toutes les organisations sont en capitale, les ambassades aussi, l'aéroport aussi. Et puis dans les régions, là où il y a le plus de besoins, on a des sous-bureaux. Donc, c'est ça. On a des sous-bureaux, puis on peut... En fait, les routes, c'est pas possible de les emprunter là-bas vu le danger. Les groupes terroristes contrôlent les routes, donc on y va en avion. Donc, il y a souvent une petite piste de brousse qu'on peut se rendre. Puis, quand on est dans les bureaux, ben on a un peu plus accès. Dans les sous-bureaux, c'est là qu'on peut aller, tu sais, par exemple, dans les camps déplacés ou qu'on a plus accès là, aux gens dans le besoin. OK. Puis quand vous déplacez, j'imagine, vous êtes escorté aussi par... c'est l'armée qui s'implique? Ou comment ça fonctionne? Il y a beaucoup de partenaires militaires. On a comme... Quand je suis... Ça dépend avec qui je travaille. Si, par exemple, dans mon dernier contrat qui était avec les Nations Unies, ben il y a l'assistance des casques bleus qui sont là. On travaille aussi en collaboration, oui, avec l'armée ou des compagnies privées de sécurité. Et puis, oui, en Somalie, généralement, même les organismes non gouvernementaux, il faut se déplacer dans certaines zones avec une escorte armée. Ce qui est difficile pour nous, parce qu'en tant qu'humanitaire, on ne veut pas être associé... Moi, j'ai pas de formation militaire. Hein? On ne veut pas être associé à ça parce que les principes de l'humanitaire, c'est de ne pas prendre parti. C'est de ne pas avoir un parti dans le conflit. On n'est pas d'un côté ou de l'autre. On est neutre. On est impartial. Donc... quand on est accompagné comme ça de gens avec des armes, c'est vraiment difficile pour nous parce que
c'est pas cette image-là qu'on veut donner. C'est pas, on veut pas être perçu par la communauté non plus comme des porteurs d'armes, parce que c'est pas ça du tout. Nous, on veut juste amener l'assistance. Fait que ça crée un petit peu des conflits intérieurs, mais en même temps, il y a une limite aussi à l'impartialité. Puis la limite, c'est notre propre sécurité. Ben, c'est ça. Donc, si c'est rendu trop dangereux, ben on peut pas non plus prendre... si je meurs, je vais pas pouvoir aider personne. Donc, malheureusement, il y a des compromis à faire un peu. Ouais. Vu qu'on en parle, l'automne dernier, tu as vécu des situations quand même difficiles. Ouais. Mais j'ai pris en note un extrait de ton Facebook que tu as écrit. Est-ce que tu me permets de le lire? OK. Ouais. mais sans toi la l'aise. J'espère que c'est correct ce que j'ai écrit. Ben, je me suis dit, vu que tu l'avais écrit sur Facebook, ça devrait être correct, mais c'est parce que c'était tellement, comment je dirais ça, c'était tellement comme presque sur le vif puis frais dans ta mémoire que j'avais envie de le partager avec les gens. Je trouve ça. Puis j'ai pris quelques extraits. Puis là, tu m'excuseras si je suis pas capable de le lire comme toi tu l'exprimerais, mais je trouvais ça quand même important de le faire. Donc, puis si je me trompe pas, c'est en octobre ou en novembre, je suis pas certain, parce qu'il y a eu deux événements. Je vais parler des bombardements. C'est la fois des bombardements. Donc, tu disais, j'étais assise tranquillement en train de manger mon lunch avec des collègues et une alarme au son infernal s'est mise à résonner si fort qu'on n'entendait même plus les avions atterrir sur les pistes de l'aéroport international de Mogadiscio qui se trouve à une centaine de mètres. Au même moment, les haut-parleurs se sont mis à hurler « Incoming, take cover ». Quand j'ai croisé le regard affolé de mes collègues, j'ai compris que je me trompais pas. Valait mieux se mettre à courir. On s'est retrouvés dans les bunkers, les abris renforcés sous terre qui nous offrent la protection physique qui se trouve sur la trajectoire d'un missile. Il y a des étapes que l'on doit suivre quand on se trouve dans les bunkers et on les a exécutées diligemment. 1 boom, 2 booms, 3 booms. Le bruit sourd des projectiles qui explosent sur le sol se faisait ressentir, leurs vibrations se rendaient jusqu'à nous. À chacun d'elles, on se regardait avec un regard mélangé de peur, d'impuissance et de désarroi. Donc ça, c'est la réalité auquel tu étais obligé de faire face une fois, puis il y a eu d'autres événements. Maintenant qu'il y a un petit peu de recul que ça s'est passé, comment tu trouves le courage de vouloir retourner puis de continuer à travailler après avoir vécu des situations comme ça? Ben oui, hein? C'est une bonne question. Quand je le regarde de l'extérieur comme ça, je me dis, mon Dieu, va-t'en de là. Mais quand on est là, c'est complètement différent. Même tu le racontes, puis je me souviens d'avoir vécu, mais tu sais, je veux dire, il y a 2 aspects. On connaît les risques quand on va dans ces endroits-là. On le sait qu'on peut avoir à vivre ça. Par contre, on n'est jamais préparé à le vivre pour de vrai. Fait que c'est comme une espèce de bombe à retardement. Ce jour-là, j'ai vécu ça. Puis quand ça se passait, tu sais, t'es vraiment en mode réaction. Donc, tu te lèves, tu te mets à courir. Puis là, c'est comme si c'était en fonction de survie, en fait. Ouais. Fait que ça vient vraiment instinctivement. Après, quand le choc est passé, ben tout le monde a des réactions différentes. Moi, je sais que ça m'a causé beaucoup de stress, cet événement-là. Probablement que c'était la fois que j'ai ressenti le plus de stress de toutes mes expériences humanitaires. Puis j'en ai eu, là, des situations d'insécurité. C'était pas la première. Je sais pas si je devrais les dire parce qu'il y en a qui sont assez sensibles. OK. Mais si toi, t'es à l'aise d'en parler, moi, on n'a pas de problème, nous, que ce soit diffusé. C'est toi, là, parce que je sais qu'il y a certaines choses que tu peux pas parler à cause des raisons de sécurité et tout ça. Là. Ouais. Ben non, ça, c'est des choses que j'ai vécues moi, personnellement. Par exemple, tu sais, j'ai déjà été attaquée par des rebelles. OK. J'ai déjà eu par exemple, déplacer le corps d'une personne décédée qui venait de se faire assassiner parce que nous, on devait passer pour aller d'une situation d'urgence. Il fallait l'enlever. Ouais. J'ai déjà vu des petits-enfants qui venaient de se faire matraquer le bras. J'ai déjà vu des fosses communes. J'ai déjà été moi-même personnellement menacée de mort. À plus d'une reprise même. Et puis, entre autres, le bombardement, aussi des collègues qui ont perdu la vie également en fonction. Donc, beaucoup d'événements comme ça
Ça, c'est pas nécessairement en Somalie, là. C'est dans tous les différents pays, toutes les différentes missions que je suis allée. Cela, je sais pas. C'est peut-être avec... on dirait que dans le passé, chaque fois que je vivais une expérience comme ça, aussi souvent, c'est moi qui est en charge de mon équipe. Donc, ça donne un petit boost d'adrénaline supérieur parce que là, tu te dis, OK, mais il y a cette situation qui se passe, mais il y a aussi la sécurité de mon équipe. Tu sais, je dois m'assurer que rien nous arrive à nous comme à n'importe quel prix. Fait qu'il y a cet instinct-là, tu sais, de protecteur là, qui sort. Cet événement-là, on dirait que c'est comme une accumulation d'expériences. Peut-être que j'ai diminué les autres situations dans le passé, je sais pas, parce que c'est tellement une passion. Toutes les humanitaires, c'est un petit peu comme ça, tu sais, on le fait parce qu'on souhaite aider les gens. C'est pour ça que je retourne, parce que je me sens vraiment... Je pense pas que je suis essentielle. Tu sais, si je suis pas là, la Terre continuerait, puis personne n'est essentiel. Là. C'est pas que je change le monde. Aucunement, je me sens comme ça. Par contre, moi, j'ai un désir à l'intérieur de moi de faire quelque chose d'utile, d'aider une cause. Puis, j'ai pensé que cette voie-là, l'humanitaire, ça me permettrait vraiment d'aider les gens qui ont les besoins un petit peu plus primaires, parce qu'il y a des besoins partout dans le monde. Tu sais, même ici, il y en a, parfois on me dit, ben pourquoi t'aides pas, tu sais, ici? Ouais. C'est vrai, il y a beaucoup de besoins ici, puis ça diminue en rien les difficultés que les gens vivent ici. C'est juste que là-bas, il y a moins de ressources, puis dans ces pays-là. Puis souvent aussi, c'est vraiment des besoins de vie ou de mort. Fait qu'une assistance qu'on apporte, elle peut vraiment sauver la vie de quelqu'un. Puis, veux pas... Tu sais, c'est un petit peu... C'est gratifiant aussi quand à la fin de ta journée, tu te dis comme « Ah, tu sais, j'ai apporté d'assistance, puis peut-être qu'il y a une maman avec son enfant, tu sais, qui voit un petit peu d'espoir, qui a un petit peu d'espoir dans sa vie grâce à ça, peut-être. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on retourne malgré le danger là, qui est vraiment présent. Ouais. Mais et puis tu vois, quand tu parles de ta motivation, puis tu me dis, mettons, tu sais, qu'il y a des besoins essentiels là-bas et tout ça, est-ce que toi, dans la façon que tu le vis, là, est-ce que tu réalises toi-même que c'est pas nécessairement tout le monde qui est capable de faire un geste comme ça, ou si dans ta tête, c'est comme, ben, il me semble que tout le monde devrait donner de l'aide ou intervenir ou travailler dans le même sens que toi, tu sais? Je sais pas si tu comprends saisir un peu ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Beaucoup de gens, ils me disent « Ah, je serais pas capable de faire qu'est-ce que tu fais. » Ouais, ben, puis sincèrement, de façon très égoïste, je veux dire, moi, je serais pas capable de mettre ma vie en danger pour le bien de d'autres, à part que, mettons, mes enfants, mes proches, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que pour moi, c'est extraordinaire quand j'entends, tu sais, ce que tu fais, là. Puis je pense que pour beaucoup de gens, c'est la même chose. Hein. Je pense pas que tout le monde devrait faire ça, tu sais. Je pense pas que... Tu sais, comme qu'il y en a ici qui ont des emplois plus stressants que d'autres aussi. Je pense... Mais par contre, je suis convaincue que tout le monde peut contribuer à sa manière, peut contribuer par juste des toutes petites actions toutes simples dans son quotidien, puis ça va avoir le même impact que aller en Somalie, tu sais, faire du travail humanitaire. C'est pas nécessaire de chercher bien loin pour aider. Des fois, les gens... Qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que des fois, on dirait qu'on perd un peu la compassion. Ça, je trouve ça un petit peu de valeur. Mais je pense juste d'avoir de la compassion, juste de s'informer, juste de savoir qu'est-ce qui se passe, puis là, de faire des petits changements. Tu sais, par exemple, on commence à devenir de plus en plus conscientisés au changement climatique. Ben, les gens ont commencé, veut pas, petit à petit, à faire des petits changements dans leur vie quotidienne, tu sais, faire des choix mieux pour l'environnement. Mais c'est aussi je veux pas généraliser, mais tu sais, la paix dans le monde. Ben, il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien, justement, juste en ayant de la compassion, en s'informant. On peut supporter également des organismes, même si c'est pas les organismes internationaux. Admettons, il y en a des gens qui y croient pas. Personnellement, je suis pas d'accord, mais c'est leur croyance, puis c'est correct. S'ils croient pas que ça aide, par exemple, de donner de l'argent à un organisme, c'est correct. Mais il y a des organismes locaux ici, on en connaît, il y en a beaucoup d'organisations, mais on peut supporter, on peut faire du bénévolat. Si on n'a pas le temps, on peut faire des donations de choses qu'on a à la maison. Tu sais, il y a toutes sortes de façons qu'on peut contribuer. Puis je pense que si tout le monde contribue, c'est vraiment utopique, mais je pense que si tout le monde contribue, on peut faire des changements. C'est nos petites actions au quotidien qui peuvent changer le monde.
Je sais là, que c'est vraiment utopique, mais j'y crois. Ben, c'est correct, puis il faut y croire, parce que sinon, tu sais, à un moment donné, il n'y a comme plus d'espoir pour améliorer les choses. Peu importe. Mais puis comment ça t'est venu, ça, parce que ça fait une dizaine d'années que tu fais ça, comment ça t'est venu de dire, c'est ça que j'aimerais faire de ma vie? J'en ai aucune idée. Je me souviens juste quand j'étais jeune, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis moi j'avais répondu moi je veux être humanitaire. Je pense que j'étais vraiment jeune, je pense que j'avais même pas 10 ans. Je me souviens que je savais même pas vraiment qu'est-ce que le mot voulait dire, mais je voulais faire ça. OK. Fait que des fois il y a des choses dans la vie qu'on sait, puis ça m'est arrivé. Fait qu'après je m'étais dit bon ben faudrait que je recherche ça un peu, l'humanitaire. Qu'est-ce que c'est vraiment, étant donné que j'ai décidé que je veux faire ça. C'était, je pense, dans les débuts de l'Internet, tu sais. Fait que j'ai vu que c'était préférable d'avoir une maîtrise, par exemple, parce que quand on apporte notre assistance à l'étranger, c'est pas juste d'aller... faire qu'est-ce qu'on pense qui est bon. Là-bas, il y a vraiment besoin des spécialisations, ils ont besoin des domaines spécifiques de connaissances qu'on peut assister. Donc, j'avais regardé quelle maîtrise faire, puis quel bac faire pour avoir cette maîtrise-là. Okay. Donc, je m'étais vraiment tout enlignée, c'était tout planifié. Que je voulais être humanitaire. Ouais. C'est spécial que vous avez parti de si jeune, puis t'as vraiment comme, OK, voici ce que je vais faire, tu sais, puis boum, c'est oui, exactement. J'étais bien alignée là-dessus. Tu sais, combien de fois est-ce que les jeunes, on va te dire, on va être policier, on va être ci, on va être ça, puis là, finalement, tu fais bien d'autres choses que ça. Puis là, ça a été quoi ta première mission ou ta première fois, ta première expérience sur le terrain? En humanitaire? C'était... c'est ça. Ça fait à peu près 10 ans. J'avais décidé que je voulais aller en Inde. Je voulais faire... c'est avec une organisation d'ici, une organisation canadienne, Child Haven International, qui est vraiment une organisation merveilleuse, des gens d'ici qui ont fondé ça pour assister les enfants orphelins en Inde. Okay. Donc, c'est à travers eux... j'étais censée partir 3 mois. C'était pas de l'humanitaire pur, là, tu sais, comme que je fais en ce moment, par exemple. Quand on travaille en humanitaire, c'est très difficile de trouver un emploi directement là où comme n'importe quel domaine d'ailleurs, là. Donc, il faut commencer par des petits jobs, des petits bénévolats, des petits volontariats pour se bâtir une expérience et aussi voir si on est capable de faire ça, tu sais, parce que les conditions, c'est pas facile. Fait que j'ai commencé en Inde, dans un orphelinat, puis j'ai atterri là, j'étais censée passer 3 mois. Puis, tu sais, en atterrissant, je me suis dit comme, oh non, tu sais, je vais rester ici, tu sais, j'aime ça. J'étais restée presque, je me souviens plus exactement, mais il me semble pas loin d'1 an, là, tu sais. OK. Fait que ce qu'il avait 3 mois. Puis ça m'avait vraiment transformée parce que on était dans un village, un petit village traditionnel. Fait que, tu sais, là où les gens n'ont pas de sandales, là, ils marchent nu-pieds, il n'y a pas... est-ce qu'il y avait d'électricité? Je me souviens même plus. Tu sais, c'est pas les conditions qu'on connaît ici. Les enfants, ils dorment tous dans une pièce par terre. Puis c'est normal. C'est pas qu'ils sont pas corrects, là. C'est normal là-bas, tu sais. Mais l'amour de ces gens-là, de ces enfants-là, des gens qui ont rien, puis qui donnent, je sais pas, qui t'acceptent dans leur communauté, qui te donnent l'amour comme si tu changeais leur vie, puis pourtant tu fais rien. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai fait quelque chose pour eux. C'est eux qui ont vraiment fait quelque chose pour moi. Ça a été transformateur, cette expérience-là. Les gens m'invitaient tout le temps dans leur maison. Ils ont rien. Tu sais, c'est des gens qui ont rien, mais pourtant, ils m'invitent chez eux à partager le petit peu qu'ils ont. Je sais, un enfant, tu sais, ils possèdent rien. Ils ont comme une petite boîte dans leur chambre avec toutes leurs petites possessions. Puis il y avait juste une bague, tu sais, puis il m'a donné sa bague. Puis j'ai dit, mais non, c'est ta bague, tu sais. Puis il est comme, mais c'est pas grave, c'est plus important que toi, tu l'aies, tu sais. Fait que c'est beau. Ça a changé mes valeurs, tu sais. C'est passé de vraiment le matériel, finalement, tu sais, c'est plus vraiment important, ouais. Puis t'as dit ça dans une chose que tu avais écrite sur ton Facebook. Tu disais, je me demande si c'est vraiment moi qui les aide ou c'est eux qui m'aident. Ouais, je pense vraiment que, comme j'ai dit tantôt, tu sais, moi, je change pas le monde. Tu sais, que j'aille là-bas ou non, le monde va continuer à vivre, là. Mais
l'impact que ça a sur moi d'aller là-bas, je pense vraiment que c'est plutôt ça. C'est que ça m'aide à changer mes valeurs. Et puis peut-être qu'avec ça, ça me permet de conscientiser des gens ici. Tu sais, peut-être c'est plutôt ça aussi le changement finalement que je fais, que j'essaye de faire. Je pense que là-bas, quand on est là-bas, quand on n'a pas accès aux facilités, quand on est en contact avec des gens qui ont rien, quand nous-mêmes, on n'a rien d'ailleurs. Je sais pas, il y a combien d'endroits que je suis allée que moi non plus, j'avais pas l'eau courante, j'avais pas l'électricité. Tu sais, j'ai déjà été hospitalisée dans un hôpital, pas d'eau, pas d'électricité, puis j'éclairais le gars avec mon téléphone qui avait 3% de batterie pour mettre mon cathéter. Tu sais, ça change vraiment tes perceptions, là. Tu te dis comme, Calvin, tu sais, ici, on critique les routes, par exemple. Tu sais, c'est vrai que les routes ils ont des nids de poules au printemps. Mais quand même, on a des routes, puis je pense que le système de valeurs est différent. Quand que tu te bats pour ta survie au quotidien, ces choses futiles-là, elles n'existent plus. Ouais. Puis c'est normal. Puis je pense peut-être que si ces gens-là étaient ici, ben leurs valeurs changeraient aussi. Tu sais, fait que c'est pas une critique, c'est vraiment juste des choses différentes. Ouais. Puis quand tu as décidé de faire ça, de partir, quand ton entourage disait quoi? Ta famille, tout ça? Ah, je pense qu'ils étaient préparés parce que j'avais comme... Depuis assez longtemps. Ouais, c'est ça. J'attendais juste le moment. J'attendais juste le moment de partir. Puis ça a tout le temps été ça. Dès que je suis partie pour la première fois, ben là, j'attendais le prochain moment pour partir, tu sais. J'étais tout le temps... Là, ça l'a comme enclenché ce désir-là de vivre d'autres expériences, d'autres milieux... contribuer, mais de façon différente. Fait que chaque fois que je revenais, c'était comme pour préparer le prochain départ. Ben, j'ai eu beaucoup de support. Je pense que j'ai pas manqué de support. Puis, là, quand tu vis des situations plus difficiles, comme on a parlé plus tôt, j'imagine que ça doit un petit peu ébranler aussi ta famille et tes proches. Hein? Je peux imaginer ta mère, elle doit faire comme... Ouais. T'as pas déjà envoyé un texte ou téléphoné dire ça tente pas de rentrer à la maison pour arrêter ça, là? Ouais. Non, c'est sûr que c'est inquiétant. Puis c'est inquiétant parce que il pourrait m'arriver quelque chose pour vrai. Tu sais, c'est pas juste inquiétant comme tu sais, il y a une tempête de neige, puis même d'une tempête de neige, peut t'arriver de quoi, mais oui, il s'inquiète. Mais je pense qu'ils savent également que on est bien. T'sais, toutes les mesures de sécurité préventive, on les a. Je travaille pas dans des endroits où c'est vraiment qu'on est lancé n'importe où, abandonné à nous-mêmes. Ouais. Mais... Je vais être obligé de t'interrompre, par exemple, Marie-Pierre, parce qu'on arrive à la première demi-heure, je te parlais. Donc, okay. On va poursuivre la conversation définitivement. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. www.tvc.qc.ca. Vous allez avoir toute l'information pour écouter le reste sur le web. Merci. Excuse-moi, puis en plus, j'étais un petit peu mélangé parce que là, le chrono était plus bon, puis j'avais un autre timing dans l'oreille, fait que c'était un petit peu mélangeant. Fait que c'est pour ça que je t'ai interrompu un peu mieux de ta phrase. C'est bien correct. Fait que je t'invite à continuer. Donc, tu disais, t'es dans des endroits qui sont quand même plus sécuritaires. Je dis juste que oui, même si c'est dans des zones dangereuses, ben je pense que on se fait à l'idée de ce rythme de vie-là. Je pense que ma famille m'appuie, puis que... faut juste se faire à l'idée. Mais oui, des fois, ils me demandent de revenir et d'arrêter ça. Mais, tu sais, ils comprennent que c'est ça que moi, j'ai décidé de faire. Ouais. Parce qu'il faut dire aussi, comme mettons, c'est ça qui est assez particulier de quand j'ai parlé tantôt du bombardement, hein, c'est quand même une zone qui est considérée des plus sécures, est-ce que je me trompe? Parce que c'est près de l'aéroport international, c'est ça? Oui. Ben c'est justement, hein, on habite à côté de l'aéroport. On habite comme... Tu sais, je pourrais dire, c'est ça, l'aéroport, mettons qu'on est dehors, faut qu'on arrête de parler parce que l'avion atterrit, fait qu'on s'entend plus tellement qu'on est proche. Là. Fait que quand c'est positionné comme ça veut dire d'emblée, c'est parce que c'est trop dangereux. Fait que non, je dirais le contraire. C'est quand même la zone où ce que les humanitaires sont le plus à risque. C'est quasiment, je dirais, en capitale, là. OK, j'avais l'impression que c'était... D'habitude, c'est le contraire, oui, effectivement. Donc, tu as raison, c'est pas erroné. Dans plusieurs autres pays, c'est la capitale qui est le plus sécure. Là-bas, c'est un petit peu différent. Ouais. C'est tout différent de ce que j'avais vécu avant. OK. Puis, mettons-moi,
Comment ça fonctionne quand tu décides de partir? Là, parce que est-ce que tu appliques comme là, présentement, c'est pour l'ONU, avant c'était pour Médecins sans frontières. Ouais. C'est-tu comme un travail permanent qu'ils te donnent? C'est à contrat? Comment ça fonctionne? Tu appliques comment? Oui, ça dépend des organisations, justement. Au début de ma carrière, je pense que j'ai appliqué sur comme toutes les organisations qui existent au monde. c'est difficile comme percer. Il faut avoir déjà de l'expérience quand on commence, puis une maîtrise, puis tu sais, c'est un milieu, j'ai trouvé que ça a été difficile à rentrer dedans. Quand j'ai finalement réussi à entrer, oui, j'ai fait plusieurs organisations, là, mais par exemple, avec Médecins sans frontières, on applique, on fait tout un système normal là, d'entrevues, de références, etc. Quand on a le poste, on est dans un pool de candidats. Donc, ils nous offrent une mission. Tu as le droit de la refuser, mais tu sais, en général, les gens y acceptent parce que c'est là qu'il y a les besoins. Tu vas à la mission, quand tu reviens, tu prends la petite pause que tu as besoin de prendre, si c'est quelques semaines, quelques mois. Puis quand tu es de nouveau disponible, ils vont t'offrir une nouvelle opportunité. Donc, c'est comme tu restes un peu comme employé. Tandis que là, qu'est-ce que je fais aux Nations Unies? Moi, j'applique de l'extérieur. Donc là, ça fait 3 missions que je fais. J'ai fait l'Haïti, le Congo et la Somalie. République démocratique du Congo. Et puis, j'applique comme un candidat externe. Fait que c'est des longs processus. Là. Fait que il faudrait que je commence à appliquer pour mon prochain poste, finalement. Fait que dans le fond, tu es ici, mais tu sais pas quand tu t'en retournes, là? Non, aucune idée. C'est correct. Ouais, c'est bien pas planifié. Puis, quand tu es engagé, est-ce que tu as une certaine formation pour te guider sur comment justement gérer une situation de crise ou une situation dangereuse comme tu as vécu? Oui, on a tout le temps des formations en sécurité. Tout le temps. Puis en Somalie, à chaque mois, il fallait aller faire un refresher, là, si je peux dire. Là. Tu sais, en Somalie, c'est ça. Chaque mois, il fallait retourner pour être sûr qu'on sait quoi faire quand on est attaqué par des bombes. Là. Donc, c'est quelque chose qui doit être sur le bout des doigts. C'est pas quelque chose que quand ça arrive, il faut que tu te demandes. Non, t'as pas le temps de penser même. Oui. Fait que c'est important, oui, on a tout le temps des formations en sécurité. Ouais. Dépendamment du niveau, où ce que tu vas aussi, ça dépend à quel pays tu vas. Mais quand c'est les pays à haut risque, on en a tout le temps. C'est adapté à la mission que tu s'en vas faire, finalement. Exactement, oui. Okay. Mm-hmm. J'ai vu dans tes dernières photos, c'était même casque puis gilet pare-balles, des fois, de te promener, c'est ça? Ça va jusque-là? Oui, ça va jusque-là. Ça m'était arrivé dans le passé pour des zones spécifiques. Mettons, si je m'en vais, mettons qu'il y a une situation d'urgence, mais dans une zone où est-ce qu'il y a la haute présence de rebelles. Donc là, il fallait s'habiller en conséquence. Tandis que là où j'étais, c'était même pour sortir, là, c'était un meeting avec d'autres organisations, avec les ministères, quelque chose, n'importe quelle sortie, faut que tu portes ça. Fait que ça te met vraiment comme aux aguets. Ouais, c'est pas normal. C'est lourd, il fait chaud en plus. Hein, là-bas, c'est au moins 40 degrés avec 95% d'humidité. C'est tellement chaud. Fait que t'as ton chandail qui pèse un 20 livres. Mm-hmm. Je me souviens pas exactement combien. Le casque aussi. Ouais. Fait que t'es vraiment... tu te sens dans la guerre. Là, fait que ça te met une perspective différente. T'es plus alerte. Ouais. Mm. Quand justement t'es dans un environnement où tu dois toujours, comme tu racontes, porter ton casque, porter ta veste, puis être toujours alerte, es-tu capable vraiment de te reposer quand c'est le temps de te reposer? Quand es-tu capable de dormir? Non. Non? J'imagine que tu dois dormir toujours léger pendant comme 6 mois de temps. Oui. Non, vraiment, ça, c'est une bonne question, là. Je pense qu'on s'en rend même plus compte. OK. Mais à force, puis je pense que, tu sais, je parle en mon nom, je parle au nom de tous les humanitaires. Je pense qu'on est dans des états de stress qu'on se rend même plus compte. Stress et anxiété, on réalise même plus. Tu sais, on dirait qu'on perd la notion de normalité. On sait plus qu'est-ce qui est normal, finalement. C'est normal, le soir, pendant que je fais mon yoga, d'entendre des coups de feu. C'est normal, ça. C'est normal, tu sais, le matin, de me réveiller avec une alerte de bombe. C'est normal que le week-end, je dors 14 heures de temps, tu sais. Comme,
pas je dors, mais tu sais, je reste comme au lit parce que je me sens vraiment épuisée, puis plus capable de bouger, de rien faire, puis je veux pas sortir non plus parce que, c'est ça, des fois, on se sent pas en sécurité, coudonc, tu sais. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu aussi avec ça. Il y a les éléments d'insécurité, il y a le stress. Puis c'est pas nécessairement lié au fait que les mesures sont mauvaises ou... Tu sais, c'est vraiment des facteurs intrinsèques. Là, quand on a peur, c'est à l'intérieur de nous. Puis chaque personne... Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas peur, puis c'est correct. J'ai pas tout le temps peur non plus. Je suis pas tout le temps stressée non plus. Mais quand c'est là, c'est vraiment fort, c'est vraiment présent. Et aussi, on peut pas se changer les idées. Tu sais, je peux pas le week-end aller prendre un verre avec mes chums de filles. Non, c'est ça. Ouais. Ou aller, je sais pas qu'est-ce que les gens font, là, mais au magasin. Écoute Netflix. Ouais. Ben ça, tu peux le trouver partout maintenant. Ouais. Mais, tu peux pas te changer les idées. Il n'y en a pas de moyen de se changer les idées quand tu es dans un endroit confiné, fermé à travers des murs de protection, 24 heures sur 24, que tu as un couvre-feu, que tu dois tout le temps penser à ta sécurité, faire des checks de sécurité, tu lis tout le temps les choses qui se passent, puis que ça te ramène tout le temps à la situation actuelle, que hey, fais attention parce qu'il y a telle chose qui se passe. Il y a aussi le fait que tu es dans un environnement où est-ce que, en général, c'est des endroits où il fait très, très chaud, par exemple, où que l'hygiène n'est pas bonne. Tu n'as pas nécessairement de confort. Comme je disais, ça m'est arrivé souvent de ne pas avoir l'eau courante. Tu sais, ça a l'air de rien, mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas l'eau courante? Tu sais, c'est drôle. Tu changes ta façon de vivre au complet, là. Tu sais, faut que tu ailles chercher de l'eau, puis tu fais attention, là, ton petit litre d'eau que tu as, tu sais. Fait que tu changes tes habitudes de vie au niveau de la nourriture aussi. Souvent, on n'a pas accès à beaucoup de nourriture qui est nutritive. Souvent, fait que ça affecte ta santé également. J'imagine, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu manges? Ben, il y a beaucoup de riz. Okay. Beaucoup de légumes en feuilles. Fait que, tu sais, soit des épinards ou là-bas, on mange beaucoup les feuilles de... Toutes sortes de feuilles, en tout cas, parce que c'est ça qui pousse. Okay. Fait qu'il n'y a pas une grande variété. On est chanceux parce que c'est des pays tropicaux quand même, donc il y a des fruits. Fait que des bananes, il y en a, là, des mangues, des bananes. Mais sinon, c'est vraiment restreint à, 2-3 choix. Moi, je suis végétarienne, fait que c'est riz, haricots en général, puis c'est tout. Une chance que tu es végétarienne. Il n'y a pas grande protéine, donc c'est ça. Puis là, tu disais à un moment donné, dans ce que j'ai lu, des fois que tu vivais une certaine incertitude par rapport à est-ce que j'aide vraiment? Est-ce qu'à travers ça, est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es dit je devrais peut-être arrêter ça parce que le problème est trop gros, ça ne viendra jamais à bout, d'être découragé? Parce que tu as l'air de quelqu'un de super optimiste, souriante, puis qui adore ce qu'il fait, mais à un moment donné, des fois, je peux imaginer que ça doit te dépasser un peu. Hein. Oui, vraiment. Des fois, là, je pense que c'est un syndrome commun chez les humanitaires, là, la remise en question. Est-ce qu'on aide vraiment? Je sais même pas c'est quoi la réponse, mais comme dans n'importe quel domaine, il y a des choses qui pourraient être revues et améliorées, ça c'est sûr. Puis quand tu es à l'interne, tu les vois, les choses, puis ça peut te décourager. J'imagine, comme les gens qui travaillent ici au gouvernement, ben ils vont te donner ça comme feedback aussi. Hein, il me semble qu'on pourrait améliorer telle chose. L'humanitaire, c'est beaucoup un milieu aussi que... il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Il y en a plusieurs. Fait que des fois, tu dis, voyons, on a choisi la meilleure ou on aurait dû le faire d'une autre façon. Est-ce qu'on aurait eu plus d'impact? Il y a aussi le fait que dans les zones de conflit, on assiste les gens, mais on règle pas le conflit parce que c'est pas notre rôle. Ça, c'est le rôle de d'autres gens, d'assister au rétablissement de la paix. Là. Exactement. Mais donc, si des gens doivent se déplacer, donc mettons que les rebelles attaquent un village, les gens doivent courir sans tout laisser derrière, ils courent dans la brousse. Nous, comme situation d'urgence, on va aller là-bas, on va analyser leurs besoins, on va les assister. Mettons, on va leur donner un petit quelque chose pour leur permettre de manger, d'avoir un minimum de dignité, là, mettons. Puis après, un mois après, il y a une autre attaque, puis ces mêmes gens-là doivent encore se déplacer pour aller dans un autre endroit et ils perdent encore tout. Tu te dis, est-ce qu'on a fait la bonne chose? Est-ce que
le fait qu'on a apporté une assistance X à ce moment-là, à ces gens-là, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Tu sais, étant donné qu'ils ont tout perdu encore, mais en même temps, est-ce que rien faire, c'est mieux? Tu sais, probablement que non. Mais tu leur as donné l'assistance, tout a été perdu encore. C'est comme un cercle vicieux, qu'il n'y a pas une seule réponse non plus. Mais vous apprenez tout ça sur le tas, j'imagine, aussi, dans le fond. Là. Oui, c'est vraiment avec expérience puis essai-erreur. Ouais, carrément. Ouais. Puis même quand tu es arrivé, puis j'imagine que à chaque mission, c'est différent, là. Chaque mission, c'est différent. Chaque contexte, c'est différent. Même si tu t'arrives de... je sais pas, moi, 3 belles années dans un pays, puis tu vas dans un autre pays. Oui, ça l'a aidé, mais la culture a beaucoup en jeu aussi. Tu peux pas arriver en tant qu'humanitaire dans n'importe quel pays et penser que tu as la solution à tout, puis que tu connais mieux que les gens qui sont là eux-mêmes. Non. C'est un accompagnement qu'on doit faire. C'est eux qui ont les solutions. C'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est pas à moi de leur dire. Puis c'est de les accompagner. Fait que même si dans un autre endroit, tu as fait des belles choses puis qu'ils ont réussi, ça veut pas dire qu'ils vont réussir dans ce contexte-là non plus parce que ça doit partir des gens. Fait que c'est, dans le fond, parce qu'à un moment donné, j'étais pour te demander, puis j'imagine qu'il n'y a pas de réponse à ça non plus, et j'étais pour dire, c'est quoi les soins principaux que vous apportez aux gens maintenant? Il n'y a pas une situation... on ne peut pas englober ça dans une situation générale, dire, la plupart du temps, on fait telle action. Là. Ouais, non, mais on fait une évaluation des besoins, puis l'évaluation, c'est tout le temps basé sur les différents domaines d'assistance. Là, par exemple... La santé, bien sûr, les épidémies, l'accès à l'hygiène et eau. Il va y avoir aussi la nourriture. Les besoins de base. Oui, exactement. On fait l'analyse des besoins de base. On ne peut pas assister dans tous les domaines, mais on choisit celui qu'on va réussir à avoir le plus d'impact, par contre. Ouais. Mais à travers tout ça, au moins, tu as la chance de visiter puis de voir du beau pays. Oui. Récemment, tu as commencé à faire... pas récemment, tu as toujours pris des photos, mais tu as même pris un cours de photo. Puis tu t'es équipé pour faire la photo. Je me suis dit tant qu'à y être. tu sais. C'est parmi les plus beaux endroits au monde, là, quand tu vois les belles parties de l'Afrique. Oui. Qu'est-ce que c'était quoi peut-être ton coup de cœur? Tu as parlé de l'île Maurice, je pense que ça s'appelle. Oui, l'île Maurice, c'est beau. Mon coup de cœur, c'est sûr que là, ça fait quelques pays que je vois. Pour moi, ils sont tous beaux. Je suis pas capable de dire, je suis pas capable d'aller à un endroit puis dire comme, oh non, c'était pas beau là-bas ou, tu sais, je sais pas, la bouffe était pas bonne. Non, tous les endroits sont beaux puis il y a tout quelque chose de merveilleux à découvrir dans chaque endroit. Mais il y en a un qui m'a spécialement séduit, là, que je n'étais jamais allée l'an dernier, à mon anniversaire, justement. Je suis allée à Madagascar. Puis ça, là, j'ai trouvé, les photos là, c'est unique, vraiment. La faune et la flore, on retrouve pas ça ailleurs. Les gens étaient tellement gentils, accueillants. C'était merveilleux. Juste se promener. J'avais loué un Jeep, puis je me promenais à travers le pays. Puis je pouvais même pas, tu sais, fermer mes yeux. Il fallait tout le temps que je regarde partout parce que c'était magnifique. Chaque endroit était magnifique. Fait que ça... Oui, tu sais, je fais ces voyages-là entre mes missions ou justement dans les repos là, qu'on doit prendre majoritairement. Parfois, c'est des voyages vraiment juste comme... Parce que je suis en break, comme là, mettons, je m'en vais en voyage. Je prends 2 mois de congé, tu sais, pour aller en voyage. Mais ça permet d'avoir ces moments-là qui sont tellement magiques, tu sais. Tu vis des choses difficiles, puis en contrepartie, tu vois tellement la beauté, la beauté du monde, la beauté des cultures, la beauté de la planète, tu sais, c'est... Puis tu vois des choses que plein de gens n'ont jamais la chance de voir, là. Vraiment. Même dans les missions, tu sais, mettons, des fois, je suis au Congo, dans la jungle équatoriale, je sais pas si tu sais, là, mais c'est beau, la jungle équatoriale. C'est merveilleux, c'est magique. C'est la 2e plus grande forêt au monde. Puis moi, j'ai la chance de me promener en moto dans la forêt équatoriale. Tu sais, c'est une expérience que je me souviens, j'étais assise sur ma moto, là, puis j'ai les 2 bras grands ouverts, puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est donc bien cool. Mais c'est fun parce que tu en prends conscience aussi. Là. Ouais. C'est ça, même malgré que ça fait 10 ans que tu te promènes, t'es pas blasé. Là. C'est toujours une
une expérience nouvelle ou en tout cas, sinon, qui t'apporte beaucoup, là. Oui, exactement. Tu sais, même en Somalie, malgré que c'était difficile, puis à un moment, j'avais atteint un niveau de stress que je me reconnaissais même plus, mais je me disais quand même, ça, c'est vraiment une chance d'être en Somalie. C'est pas tout le monde qui peut aller en Somalie juste comme ça, là. D'abord, tu vas pas en Somalie juste comme ça. Puis, puis la culture, c'était intéressant aussi. Tu sais, c'est ça. Quand mon collègue m'a fait... il me faisait un camel chino. Donc, un cappuccino, mais au lait de chameau. Fait que, tu sais, c'est un moment qui me marque, ça. C'est comme tu t'intègres dans la culture, puis là, tu fais comme eux, puis tu essaies des choses, puis tu es complètement hors de ta zone de confort. Il faut vraiment que tu sois ouvert, flexible à tout. Puis tu essaies des expériences, puis après, quand tu regardes, justement, tes photos, tu te dis comme, tu sais, c'était vraiment cool. Puis quand tu voyages avec des collègues? Comment est-ce que... Non, je voyage tout le temps toute seule. OK. Tu sais, nos horaires, c'est un peu difficile de matcher qui que ce soit, puis encore moins avec les gens d'ici. Puis c'est difficile pour moi d'attendre. Tu sais, si j'ai en tête d'aller quelque part, vraiment, j'y vais. Voyager, ça fait partie de ma vie. J'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'attache, j'ai pas rien, finalement. J'ai une couple de boîtes, des biens que j'ai choisis, sélectionnés précieusement, là, des souvenirs. Puis c'est pas mal tout ce que je possède avec mes vêtements, tout ça. Mais j'ai une flexibilité qui me permet d'aller où je veux, quand je veux. Puis T'aimes ça comme ça? J'en profite, ouais. Ça, je fais. Mais t'as quasiment, j'ai envie de dire que t'as un courage que je pourrais même pas comprendre, parce que me semble je me vois pas partir seul, me promener en Afrique, mais bon. Parce que là, quand tu fais tes excursions, la dernière, t'as pris des photos, je sais pas comment proche que t'es, mais t'as photographié des lions, des guépards. Oui. Tu sais, c'est pas... c'est des bêtes super magnifiques, là. Mais, tu sais, comment est-ce que tu sais jusqu'où tu peux aller, puis comment est-ce que... Tu comprends? Ouais. Ben, j'étais pas seule, tu sais. Là, j'étais allée au Botswana, au Zimbabwe, puis en Zambie. Puis, je voulais justement aller développer un petit peu la photographie, là. Donc, je sais pas, toute seule. Tu sais, rendu là-bas, j'aime ça garder ça open. Tu sais, je vais là-bas, puis là, je regarde, tu sais, qu'est-ce qu'il y a à faire un petit peu. J'aime pas ça tout planifier d'avance. Fait que quand j'arrive, je regarde qu'est-ce qu'il y a à faire. Maintenant, je voulais aller faire un safari. J'ai trouvé une organisation, puis j'étais allée avec eux, tu sais, pour une couple de jours. Pour ça, je suis partie, j'étais allée en Zambie, à Victoria Falls. Donc, je bouge, puis oui, c'est dangereux, là, des fois. Mais tu sais, tu parles des lions, ça, je trouve ça correct. Tu me rassures qu'au moins, c'est avec une organisation, là, t'es pas parti tout seul avec ton Jeep et ta caméra, là, c'est pas loin que ça se passe. Hein. Ben, j'aurais pu, mais j'aurais eu un chauffeur, tu sais, quelqu'un qui connaît le milieu, qui peut te dire les règles de sécurité. Mais très surpris, hein, il y avait des safaris à pied, là. Tu sais, les règles de sécurité là-bas, aussi, dans des pays... africains, c'est pas les mêmes qu'ici. Ici, on est toujours beaucoup très... mais nous autres, on va au parc Omega, puis c'est quasiment les chevreuils qui sont sur le bord d'une clôture. C'est pas ça, les chevreuils, mais... Ouais. Fait que, tu sais, là, c'était en plein jungle, fait qu'on s'entend, il n'y a pas de clôture. Là. Non. Mais non, ça va. Surtout les animaux, ils nous perçoivent comme un tout, hein. Fait que quand t'es dans une voiture, ils te perçoivent pas comme un individu, ils te perçoivent la voiture complète, donc t'es plus gros qu'eux. Donc, ils ont pas... tu sais, des fois, ils marchent juste là, ils marchent juste à côté, mais ils ont l'habitude aussi, là, je dirais. Là. C'est quand même une place que les gens locaux, tu sais... Pour nous, c'est merveilleux, mais les gens locaux, tu sais, ils les voient tous les jours. Le soir, ils font attention. Sur le bord de la route, tu peux voir des éléphants. Tu sais, comme c'est pas comme ici, là. Fait que on sait quoi faire puis pas quoi faire. On est bien guidé par les gens de là-bas. OK. Puis comment proche, mettons, t'es allé à côté d'un zèbre? J'ai-tu vu ça? Ah, celle-là, j'étais à pied. Oui, ça, c'était au Kenya. Ouais. Au mois de janvier, j'étais allée au Kenya. Puis non, ça, c'est vrai. C'était très proche, oui. C'était sur une île. Puis on pouvait marcher sur l'île. Toute seule. C'est vrai, t'as raison. Donc, j'étais allée très proche, oui. Mais c'est pas des animaux prédateurs. Donc, il n'y avait pas... pas de danger, là. Il n'y avait pas de prédateurs. C'était juste ceux qui mangent l'herbe, là. Fait que, il y avait les zèbres, les girafes, les gnous, les hippopotames sont plus dangereux. Par contre, sont territoriaux. Ça, il faut faire attention.
faut vraiment que tu gardes tes distances. Mais les autres, ils vont se sauver. Ils vont avoir plus peur de toi. C'est bizarre, mais ouais, c'est comme ça. L'inverse. Il y en a juste un petit bébé zèbre là, qui m'a comme couru après, mais bon, je me suis pas sentie en danger. mais quelle chance, parce que, tu sais, nous autres, on les a vus dans les zoos, puis moi, je trouve ça tellement plate, les zoos, tu sais. Mais c'est très... En cage, c'est comme... C'est quasiment triste, là, ouais. Mais là, puis où t'es allé voir les requins? Ah, c'était au mois de novembre, je pense. Je suis en Afrique du Sud. OK. Ouais. Ça, c'est pété. Moi, j'ai vu une vidéo une fois que le requin, il a passé à travers la cage, puis il finit dans la cage avec la personne. Ça a bien été. La personne n'a pas été en danger. Il n'a pas été en danger. Il était en danger, mais c'est-à-dire qu'il est sorti, puis il s'est pas blessé, plutôt. Mais Envoie-moi pas cette vidéo-là. Non, OK. Mais as-tu eu peur de ça ou ben non, c'était comme... Non, finalement, j'ai pas eu peur. C'est en Afrique du Sud, c'est une zone de migration. C'est énorme, ils sont énormes. Oui. Puis moi, j'ai choisi une organisation qui fait aussi la conservation, donc qui travaille beaucoup à la protection des requins. Fait que je trouve que chaque endroit où on va, il faut essayer de diminuer notre impact aussi. Faut pas contribuer, tu sais, au tourisme de masse. Oui, on le fait inévitablement, mais si on peut juste faire un petit peu attention. J'ai choisi une organisation qui font plus attention, donc il y avait pas ça, ils provoquaient pas les requins pour qu'ils viennent justement foncer dans la cage, comme il y en a certains qui font, puis c'est dans ces cas-là, non seulement ça blesse le requin, mais ça te met aussi un petit peu en danger. Donc, ils faisaient juste passer vraiment calmement en face de nous, puis je me suis même pas sentie en danger aucunement, mais c'est quand même épeurant. Combien de temps tu restais dans l'eau avec eux autres? Ah, c'était assez de temps, peut-être, pas si longtemps, mais peut-être 30 minutes au moins. OK. Ouais, fait que tu as le temps d'observer suffisamment, mais même quand tu es en dehors du bateau, l'eau est claire, hein? Donc, finalement, tu vois quasiment mieux en dehors du bateau parce que tu vois dans leur longueur. OK. C'est quand même des grands requins blancs, là. C'est grand, là. Ouais. As-tu déjà entendu parler du phénomène qu'ils appellent du volontourisme? Ouais. Mm-hmm. Puis tu vois, c'est ma blonde qui m'en a parlé récemment, puis elle a dit « T'auras en parlé avec Marie-Pierre, fait que je vais t'en parler. » C'est parce que c'est assez particulier, puis dans l'article que j'ai lu, l'exemple qu'il donnait de ça, c'était une fille qui scroll sur Tinder, tu sais, puis qui avait une photo d'un gars qui est posé avec des enfants africains, ou en tout cas, peut-être d'un autre pays, mais je pense que c'est africain. Puis tu sais, en même temps, ça n'a comme pas sa place sur Tinder. Là, tu te dis, OK, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que toi, t'en as vu des gens qui, tu sais, qui font du tourisme, puis qui vont juste aller passer 1 ou 2 journées, prendre des photos, puis comme... parce que de ce que j'en comprends, c'est que ça l'aide pas vraiment, dans le sens que... Parce que là, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des organisations qui organisent des voyages pour ça. Tu vas passer quelques jours avec une communauté quelconque pour peut-être donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. Mais là, paraît-il que les gens s'attachent, puis après ça, bon, la personne s'en va, puis là, dans le fond, t'as pas vraiment aidé, puis c'est quasiment plus pour le côté glamour, entre guillemets, pour mettre sur son Facebook une photo, « Ah, moi, je t'allais aider », puis se sentir bien, alors que dans la réalité, tu sais, t'as pas vraiment aidé. Non. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mon opinion là-dessus, c'est que je dirais tout est pas noir, tout est pas blanc. Ouais, c'est ce que j'ai tendance à penser, ouais. Je pense d'abord, il faut s'informer, tu sais, comme, si tu veux aller aider, là, si ton besoin, c'est vraiment d'aider, ton désir, c'est vraiment d'aider, probablement que c'est pas le fait que toi, t'ailles là-bas qui va aider. Moi, dans les zones où je suis, il y en a pas beaucoup de ça parce que c'est des zones d'urgence. Puis, comme je disais tantôt, quelqu'un qui a pas une compétence spécifique, ça va pas aider. Il va juste être dans le chemin. Ça, c'est l'autre bout. Qui savent quoi faire. Ils sont pas formés. Hein. C'est ça. Ouais. Par contre, quand c'est dans des zones plutôt, mettons, de développement, tu sais, je sais pas moi, aller au Pérou faire ça, les pays un petit peu pas de guerre, là. OK. Tu sais, je sais pas, oui, c'est pas correct aller là-bas faire des selfies avec les petits-enfants qui sont habillés avec des vêtements tout délabrés. En même temps, est-ce que ça peut permettre d'ouvrir les yeux d'autres personnes? Peut-être. Est-ce que ça peut contribuer d'ouvrir tes propres yeux à toi, puis après, ça va amener tranquillement des petits changements dans ta vie? Peut-être aussi. Je sais qu'on a un grand rôle, nous, quand on fait des voyages comme ça. Moi, je pense qu'une grande partie de notre travail, c'est de
sensibiliser les gens. Puis comment on peut les sensibiliser? Ben, c'est en parlant, en communiquant qu'est-ce qu'on vit, des petites choses toutes simples, en partageant des photos, tu sais, en disant la réalité là-bas. Puis je pense que ça, petit à petit, ça contribue à sensibiliser les gens. Puis c'est la première étape. Fait que je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais je suis pas d'accord. Parce que comme je disais tantôt, même moi, j'ai même pas le sentiment d'aider. On dirait tout le temps que c'est eux qui m'aident plus à devenir une meilleure personne. Fait que est-ce que cette expérience-là va permettre à cette personne-là de s'améliorer, de voir les choses différentes, de changer, transformer ses valeurs un petit peu? Peut-être, tu sais. Fait que c'est pas noir et blanc, ouais. Mais qu'est-ce que tu as dit, je suis d'accord aussi, ouais. Mais puis tu vois, ça me fait penser que j'ai remarqué aussi que en regardant ce que tu fais, que souvent tu vas mettre beaucoup de photos de tes safaris, tu vas mettre beaucoup, tu vas mettre des fois des histoires en contexte, mais c'est très rare que tu vas partager des photos de la réalité quotidienne de ce que tu vis. Puis là, ben c'est hier, je pense que tu as mis en ligne des photos parce que justement c'était plus rough. C'était plus rough, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à... On dirait que c'est un processus, c'est même pas pour les gens, c'est pour moi, en fait. On dirait que moi, ça m'aide à avoir un regard sur qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je fais, puis ça m'aide à le processer. Des fois, quand on est dans le moment présent, tu sais, on s'en rend pas compte, puis là, avec un regard extérieur, tu te dis comme aïe, tu sais, c'est pas normal, tu sais, c'est pas normal. Puis c'est correct que ce soit pas normal. Fait que ça m'aide moi aussi. Puis j'aime aussi partager aux gens parce que... mettons ma famille, tu sais, les gens me donnent des commentaires, puis je fais pas ça pour me faire dire t'es bonne, t'es amazing. Ouais. Non, tu sais, à la limite, pas tant, là, mais c'est pas comme ça que moi je me sens, en tout cas. Mais si quelqu'un me dit je savais pas, tu sais, merci de nous avoir informés là-dessus, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée comment ça, que des choses comme ça se produisent encore, tu sais, en 2020. Parce que nous, on est tellement dans une bulle ici. Puis souvent, aux nouvelles, c'est pas le genre de... Faut vraiment aller chercher dans les nouvelles quand tu veux voir ce type de nouvelles-là. Ouais. Ça va pas comme être... la fusillade, ou je me souviens pas ce que ça veut dire, la fusillade ou les bombardements, tu sais, comme tu n'entendras même pas parler dans les médias. Ah ben non, c'est ça. Ouais. C'est pas à TVA Nouvelles qui vont nous présenter ça parce qu'on préfère ici les nouvelles locales, souvent. Les nouvelles internationales, qu'est-ce qui se passe dans les zones de guerre, ça passe pas à 6 heures le soir. Donc, le fait de partager ça, je pense que ça contribue, mais je le fais principalement parce que moi, ça me fait du bien. On dirait que ça fait partie de mon processus à moi, tu sais, intérieur. Là. Mais ça a l'air de fonctionner parce que tu as quand même toute sereine par rapport à tes expériences, mais est-ce que tu dois voir de tes collègues des fois que c'est pas comme ça après un certain temps ou certains événements spécifiques qui doivent décrocher de ça? Ouais, ben même moi, hein. Tu sais, là, je te parle, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des moments vraiment que faut que t'arrêtes. Faut t'arrêter, littéralement. Tu sais, tu peux pas continuer, mais c'est comme une addiction. On veut tout le temps retourner, on dirait, parce que il y a le fait que tu sens que t'aides, puis il y a le fait aussi que la vie ici est normale, puis que finalement tu t'attaches à cette vie un petit peu plus excitante là. Mais je pense que ça a beaucoup d'effets aussi, puis je pense que c'est important de prendre des repos. Je pense que c'est important de trouver une balance quand on le fait à long terme, surtout, parce que faire des missions back-to-back comme ça, là, au début, je le faisais. Maintenant, je fais plus ça du tout. Là. Il me faut au moins 3 mois après une mission de me remettre en santé d'abord, mentale et physique. Parce que sinon, oui, je pense que tu peux vraiment développer des symptômes. Là, il y en a, je suis sûr qu'ils vont vivre des PTSD, là, des chocs post-traumatiques et tout ça. Là. Ouais. Je te dirais tous. Mais à chacun à leur manière, parce que ça se démontre, c'est vraiment particulier, là, le syndrome le stress post-traumatique. Puis ça se démontre de différentes façons. Mais beaucoup d'humanitaires, on va se trouver, par exemple, à s'isoler après certains événements stressants. On s'isole plus, on est moins social, on veut pas revivre ça. Il y en a qui vont boire beaucoup d'alcool ou il y en a qui vont trouver d'autres façons. Mais oui,
on développe pas mal de symptômes de stress. Ouais. Fait qu'il faut apprendre à les gérer. Ça vient avec l'expérience. Puis vraiment, je tiens à mentionner qu'on a souvent beaucoup d'appui là-dedans aussi de la part de l'organisation pour laquelle on travaille. On a tout le temps accès à de l'assistance psychologique, tout le temps. Ah, donc, ils savent là, qu'on a besoin de ça. Il y a vraiment une reconnaissance de la part de l'organisme. Oui, puis tu peux même le dire, tu sais, je me sens pas bien, je veux quitter. Puis personne va t'interdire. Ouais. Puis ils te font pas sentir mal de partir. Normalement, non. Puis est-ce que tu te fixes quelque chose à long terme? Est-ce que tu t'es dit, mettons, je vais faire ça pendant tant de temps, après ça, tu sais, je sais pas, moi, je vais profiter de l'Europe à la place, tu sais, puis aller faire de quoi de... Tu sais, je vais aller en Italie, tu sais, me prendre un bon vin puis manger dans des bons restos ou... J'ai l'impression que je profite pas mal de ma vie quand même, tu sais, fait que je me sens pas que je profite pas quand je fais ça. Au contraire, c'est une différente sorte de profiter, tu sais. J'ai l'impression au contraire qu'en ce moment, tu sais, je me sens vraiment que je vis ma vie comme je l'entends, puis à fond, là, si je peux dire. Par contre, à long terme, oui, je pense que c'est quelque chose qui est difficile de faire pendant plusieurs années, parce que je pense que il faut à un moment donné penser à soi aussi. On s'oublie beaucoup dans ces contextes-là, parce qu'on est beaucoup dans le don de soi. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je pense à qu'est-ce que je veux faire d'autre. Moi, je fais beaucoup de yoga. Je suis certifiée aussi prof de yoga. Donc, voilà, peut-être... C'est pour ça que t'es zen comme ça après tout ça, ton yoga. C'est ça qui me sauve chaque jour. Mais ça doit aider, c'est clair. Ah oui. Ça, c'est des trucs que tu apprends avec le temps. Tu t'en rends pas compte, là, mais des petites choses comme ça. Faire un petit peu de yoga chaque jour, un petit peu de méditation pour garder ton équilibre parce que c'est essentiel. Essayer de bien manger, bien dormir. Parler avec la famille, en parler quand ça va pas. C'est tous des petits trucs qu'il faut que tu fasses. Fait que peut-être éventuellement, j'irai dans quelque chose là-dedans parce que j'ai l'impression que ça aussi, ça contribue à quelque chose. Le yoga, ça rend les gens heureux. Puis, donc, peut-être éventuellement, oui. Mais je suis super content que tu aies partagé ton expérience, mais avant de te dire au revoir, je veux dire bonne fête, parce que ta fête s'en vient bientôt. Oui, là, est-ce que tu vas... la semaine prochaine, bon, est-ce que ça veut dire que tu vas fêter, parce que là, tu me dis que tu t'en retournes pas tout de suite, fait que tu vas pouvoir fêter avec ton monde ici cette fois-ci? Je viens de m'acheter un billet d'avion. Ah non, tu vas être parti, OK. Pour le 22 mars. Oui, OK. je m'en vais en Indonésie, à Bali, pour 2 mois, justement faire du yoga là-bas. Ah. Fait que c'était mon cadeau de fête. Ah bon, c'est un beau cadeau à s'offrir. Ouais, pas pire. Ben, merci énormément d'avoir partagé ton expérience avec nous autres. C'était vraiment le fun. Oui, c'était le fun. Merci. Super. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.